Alors cette dénomination est récente, si je puis dire, parce qu'elle date de 1957, elle ne date pas de l'origine de l'Académie. Et à l'époque, il y avait un grand mouvement d'indépendance. Et donc l'Académie a souhaité accompagner ce mouvement d'indépendance en trouvant une nouvelle dénomination. Et elle a eu l'intuition de prendre ce mot d'outre-mer, qui permet de prendre en considération l'intégralité des pays du monde. Et à l'époque, on ne savait pas quels allaient être les pays qui allaient exister dans le monde. Alors, il y a naturellement l'outre-mer français, avec les départements et territoires d'outre-mer, mais il y a aussi tous les autres pays du monde. Alors, la question s'est posée de savoir si on gardait, par exemple, les pays européens. Les pays européens ne sont pas au-delà des mers. Et finalement, progressivement, on s'est également intéressé, ce qui est normal, aux pays européens. C'est ainsi que cette année, par exemple, on a fait une séance sur l'Ukraine, qui n'est pas vraiment au-delà des mers. On a aussi des contacts avec l'Académie royale des sciences d'outre-mer belge, et on travaille avec eux tous les 2 ans sur des sujets communs. Donc aujourd'hui, l'outre-mer n'a plus de limites. Il n'y a plus de limites physiques, il n'y a plus de limites géographiques. Je dirais même qu'on peut même aller au-delà, puisqu'on a parmi nous une ancienne cosmonaute. L'Académie des sciences d'outre-mer, en fait, s'est intéressée à la mondialisation avant tout le monde. À l'époque, on ne parlait pas de ce mot-là. Et dans les statuts de l'Académie, on voit que l'Académie est chargée d'étudier sous tous leurs aspects les pays situés au-delà des mers. Ce qui fait un programme immense, parce qu'on le prend sous tous ses aspects, notamment scientifiques. Alors pour parvenir à cet objectif, l'Académie a décidé d'une posture, d'une procédure, c'est tout simplement de se décentrer, c'est-à-dire de sortir de l'hexagone et d'aller examiner l'ensemble de ces sujets à partir des pays considérés et avec les gens qui habitent dans ces pays. Et puis, deuxièmement, elle a mis en place des moyens. Et les moyens de communication ou de transmission de son savoir, c'est principalement les séances, qui ont lieu 2 ou 3 fois par mois. C'est également les documents, les livres que l'on peut publier à la suite des travaux de recherche que l'on fait ou à la suite des déplacements académiques que l'on fait à l'étranger. Et puis c'est enfin également les fameux entretiens de l'outre-mer. Il y en a eu 3 depuis les 10 dernières années, un au Vietnam, un en Louisiane et un tout récemment à Madagascar et à La Réunion. Donc l'activité de l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est ça, c'est produire une activité scientifique, mais à partir des pays tiers. Les 2 caractéristiques principales de l'Académie, c'est son caractère indisciplinaire. Il y a plus de 60 disciplines scientifiques qui sont représentées dans l'Académie, et son caractère international, avec notamment un grand nombre de correspondants qui vivent à l'étranger ou de correspondants étrangers. Ce qui nous donne la possibilité d'examiner des questions sous des prismes différents, avec des personnalités différentes. Et le fait qu'on soit capable de faire ça nous permet de conseiller un certain nombre de gouvernements, des gouvernements étrangers, mais aussi le gouvernement français. Dans les statuts, il y a une disposition qui fait qu'on répond aux questions qui nous sont posées par le gouvernement français. Là, on a sans doute un petit effort à faire pour proposer des questions pertinentes que le gouvernement pourrait ensuite nous transmettre. Et s'agissant de l'étranger, il y a beaucoup d'académiciens qui, à titre personnel, depuis l'origine, conseillent les gouvernements étrangers. Rappelez-vous, au moment de l'indépendance, tous les juristes qui ont élaboré des constitutions avec les nouveaux représentants des gouvernements étrangers. Mais aujourd'hui encore, il y a énormément de conseils qui sont donnés dans tous les domaines, techniques, scientifiques, médicales par exemple. Et ça fait partie d'une aide à la décision fournie aussi bien au gouvernement français qu'au gouvernement étranger. Bien entendu, on peut être saisi par d'autres gouvernements et notre objectif, c'est aussi de monter des partenariats avec des institutions qui sont voisines des nôtres, soit parce qu'elles partagent les mêmes objectifs, soit parce qu'elles évoluent dans le monde académique ou dans le monde universitaire, par exemple. Et même dans le monde
industrielle ou économique. Et il faut y réfléchir. Et on a créé à cet effet un dispositif tout à fait particulier qui s'appelle le Fonds de dotation Sciences Dev et qui est destiné à créer des partenariats et à monter des projets avec des tiers qui financent et qui participent au projet avec nous. Des programmes agricoles, par exemple, ou des programmes médicaux, ou des programmes plus juridiques ou touchant la vie quotidienne, par exemple, et qui concernent à la fois les populations dans les pays dans lesquels nous travaillons, mais également les industriels, les entreprises ou les centres académiques qui également y travaillent eux-mêmes de leur côté. On a 5 objectifs aujourd'hui. Le premier objectif, c'est de développer la bibliothèque. On a une bibliothèque absolument magnifique. C'est la plus grande bibliothèque en France chargée de l'outre-mer. 100 000 livres et de documents, des documents uniques sur lesquels nous continuons de travailler et de faire des recherches. Donc il faut améliorer son accessibilité et peut-être faire un petit peu d'électronique pour faciliter l'accès à distance. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est améliorer et continuer les travaux de recherche. Ça, on peut le faire de 2 manières. La première manière, c'est en accueillant des chercheurs, notamment étrangers, et on a fait des travaux dans cet immeuble pour leur permettre de venir et de travailler durablement dans de bonnes conditions. Et la deuxième manière, c'est évidemment d'utiliser le fonds de dotation Sciences Dev dont je parlais tout à l'heure. Troisième objectif, c'est modifier, améliorer, élargir notre système de séances. Pour l'instant, on a des séances qui sont un peu conditionnées, limitées par nos capacités d'accueil. Là, on va pouvoir les améliorer encore et travailler sur la façon dont on développe nos idées, dont on rend compte des travaux qu'on fait, notamment en améliorant les débats, en développant ce mode de transmission qui est quand même plus courant aujourd'hui que des chaires ex cathedra. Quatrième objectif, c'est la communication de l'académie. Là aussi, on a commencé à améliorer notre communication, mais il faut aussi la développer en utilisant évidemment les moyens modernes de communication et en multipliant notre communication vis-à-vis des publics qui nous suivent et vers lesquels nous souhaitons communiquer. Et puis, dernier objectif, c'est multiplier les entretiens d'outre-mer. On a pris un engagement à cet égard avec le ministère, qui est notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un engagement sur 5 ans de développer ces entretiens de l'outre-mer, notamment dans l'outre-mer français, comme on l'a fait tout récemment à La Réunion. Donc je dirais que, globalement, en conclusion, l'Académie a une certaine longévité. On peut quand même être fier de fêter ce centenaire. Il n'y a pas beaucoup d'institutions qui... Et pourquoi est-ce qu'elle a duré aussi longtemps? Parce qu'elle s'est adaptée. Elle a réussi à être de son temps, alors que le monde a complètement changé en 100 ans. Il n'a plus rien à voir avec celui qui existait à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc le vœu qu'on peut former, c'est qu'elle continue à s'adapter, qu'elle reste elle-même fidèle à ses valeurs, liberté et structuration dans les travaux scientifiques, et qu'elle se développe en continuant de s'adapter pour parvenir à un deuxième centenaire. Mais le message que je veux leur laisser, c'est que c'est eux les futurs académiciens et que s'ils veulent un jour participer à nos travaux, il faut qu'ils s'y intéressent dès maintenant. Et c'est à nous aussi de faire un effort pour se rapprocher d'eux, pour les inviter et pour trouver des thèmes qui correspondent à leurs préoccupations d'aujourd'hui. Et elles sont évidemment très particulières et très différentes des générations qui les ont précédées.